Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour le compte de cette émission. Vous avez la parole, une émission qui donne la parole aux élus du peuple, au peuple congolais, à toutes les personnes qui travaillent corps et âme pour le développement de notre pays. Et ben voilà pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir avec M. Gabriel Ngandou. Avec lui, nous allons parler autour de la gratuité de l'enseignement de l'école primaire en tant qu'une politique publique. Donc voilà, c'est autour de ça que nous allons discuter avec lui. Merci tout d'abord à l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Je dis merci beaucoup à David Likanga, merci à Luther Lupeta, merci également à mon DG, M. Semben Gouma. Avant de recevoir mon invité de ce soir, je vous prie de suivre sa biographie et nous nous retrouvons sans doute après. Gabriel Ngandou Kabengele est analyste indépendant et chercheur en management public et en gestion des politiques publiques de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Diplômé en administration et en gestion des ressources humaines, toujours à l'IEC Gombe, il est auteur de l'ouvrage intitulé « Abolir le gouvernementalisme, adopter la gouvernance pour un changement au Congo-Kinshasa », publié au Centre de recherche interdisciplinaire de gestion et du développement CRIGD à l'IEC Gombe. Et voilà, comme annoncé tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui autour de la gratuité de l'enseignement primaire avec M. Gabriel Ngandou, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà, donc c'est autour de ça que nous allons parler. Avec les téléspectateurs, ce soir, on aimerait rentrer un peu en arrière pour savoir d'où vient l'idée de la gratuité et pourquoi. Parce que beaucoup pensent que l'idée de la gratuité de l'enseignement vient du président actuel, Fachi. Voilà, donc avec vous, nous allons tous découvrir d'où vient en fait cette idée de la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup pour la question. On peut déjà commencer. Voilà. La gratuité de l'enseignement dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement la gratuité de l'enseignement primaire, mais c'est la gratuité de l'enseignement en général. En général, d'accord. Partant déjà du cadre mondial de planification, je vais faire d'abord un aperçu historique. Dans ce pays, nous sommes passés de l'éducation sélective à l'éducation de la masse. L'éducation sélective, c'était l'éducation de l'époque de nos papas où pour aller à l'université, il fallait avoir au moins 60%. Et même pour entrer dans certaines écoles, il fallait avoir autant de pourcents et tout ça. Voilà. Et cela a commencé maintenant en Europe, les changements ont commencé en Europe où on a constaté que en faisant ça, beaucoup de talents moisissaient parce qu'ils n'ont pas été bons à un certain examen alors qu'ils peuvent être meilleurs ailleurs. Alors, ils se sont dit qu'il fallait mettre tout le monde au même pied d'égalité. Alors, ils ont adopté l'éducation pour tous, ce qui fait qu'aujourd'hui en Europe, si vous arrivez là-bas, et le premier de la classe et les derniers sont tous considérés comme au même pied d'égalité. Nous aussi, on a voulu passer de cette éducation sélective à l'éducation de la masse. Mais l'éducation, le domaine de l'éducation étant un domaine public, ça doit être bien réfléchi quand vous passez d'une réflexion à une autre pour ne pas tomber dans le désordre comme ce que nous avons vécu. Avant, pour aller à l'université, il fallait être sélectionné, être meilleur. Maintenant que tout le monde peut entrer à l'université, la conséquence c'est quoi? Les auditoires se remplissent en désordre. Les salles de classe à l'école secondaire se remplissent en désordre. On est maintenant nombreux. L'État a voulu imiter ce qu'on a fait ailleurs sans prendre des précautions. Parce que quand vous dites que tout le monde peut aller à l'université, tout le monde, même si c'est lui qui a fait 50%, allez, allons-y tous, nous serons nombreux. Il faut construire des écoles,
il faut faire beaucoup d'écoles. Alors, d'où vient cette idée? Voilà. Dans le premier chapitre de mon livre que j'avais présenté la fois passée, Ok. il est parlé des enjeux de la gouvernance des États. Dès que tu passes président de la République dans notre temps, il faut être conscient des enjeux qui t'attendent. Les enjeux sont bipolaires, à la fois dépendant de l'organisation supranationale, ce que j'appelle le cadre mondial de planification, je vais l'expliquer tout à l'heure, et en même temps des besoins réels de la population à la base. Exact. Ce qui veut dire que si vous voulez définir une politique dans un domaine donné, vous devez vous référer aux besoins réels de votre population à la base et aussi vous conformer au cadre mondial de la planification. Qu'est-ce que le cadre mondial de la planification? De 2000 à 2015, on avait ce qu'on appelle les objectifs du millénaire. C'est l'ensemble d'objectifs que les États se sont fixés, parmi lesquels se trouvait un objectif, je pense le deuxième, qui stipulait qu'il fallait assurer l'éducation primaire à tous. C'est-à-dire les États se mettent d'accord, c'est une gouvernance sans gouvernement, une gouvernance mondiale sans gouvernement. Voilà. Ils se décident que sur la planète Terre, tout le monde doit au moins avoir accès à l'éducation primaire. Ça, c'était de 2000 à 2015. Et en 2015, ils se sont encore réunis pour prendre encore un certain nombre d'objectifs, pour actualiser les objectifs. Avant, c'était 8 objectifs du millénaire. Maintenant, c'est 17 objectifs. Parmi lesquels le 4e objectif stipule que il faut assurer l'action à l'éducation de bonne qualité à tous, au même pied d'égalité, et promouvoir la possibilité d'apprentissage tout au long de la vie. Cet objectif, qui peut le refuser? Même moi, j'ai approuvé ça. Parce que tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Même celui qui a fait 50%, bon, il peut aller à l'université dans un certain domaine et exceller. Alors, comme on dit, tout le monde a droit à l'éducation. Voilà. C'est ainsi que notre État, avec nos gouvernants précédents, étant de bonne volonté, ils ont voulu faire adopter voir, cette méthode. Ils ont voulu faire voir qu'ils sont aussi dans les objectifs du développement durable. Et je signale qu'on est passé des objectifs du millénaire aux objectifs de développement durable. Alors qui sont au nombre de 17, dont le 4e parle de l'accès à l'éducation de qualité à tous. Alors, nos gouvernants ont voulu faire voir que, bon, ils se sont adaptés. Parce qu'ils ont jugé bon que c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Tout le monde, c'est indubitable. Tout le monde doit accepter ça. Tout le monde doit quand même étudier. Oui. Alors, maintenant, en tant qu'État, il faut se fixer maintenant par rapport à ça, votre propre objectif. Vous regardez ça, vous regardez aussi les besoins de la population à la base. En tout cas, le Congo, c'est le pays où on trouve un plus grand nombre d'analphabètes. Et même au Congo, je peux... D'où la nécessité d'adopter... Au Congo, on trouve d'ailleurs des diplômés analphabètes. Trop fort ça. On va expliquer ça plus tard. Un diplômé, mais qui n'est pas intellectuel. Ça se trouve au Congo. Alors quand l'État a regardé comme ça, il dit non, c'est un très bon objectif, un très bel objectif. Alors, il se façonne sa propre finalité dans le domaine de l'éducation. La finalité de l'éducation en RDC, c'est lutter contre l'analphabétisme à tout prix. Ah oui. C'est ça. Parce que les gens ne connaissent pas. Est-ce que tout le monde connaît ça? Je ne sais pas. La finalité, tous, en fait. Oui, la finalité de notre système éducatif au Congo, c'est-à-dire le but qu'on s'est fixé par rapport au cadre mondial de planification et aux besoins de la population, c'est lutter contre l'analphabétisme à tout prix. Ça se conforme à cet objectif de développement durable. Et maintenant, l'objectif, c'est comme une destination. Quand vous projetez une destination, vous devez prévoir la voie pour y arriver.
Et c'est ça la planification, c'est ça la procédure. Voilà. Maintenant, voilà le théâtre qui s'est passé. Lutter contre l'analphabétisme à tout prix, c'est l'objectif à atteindre. Oui. Maintenant, les gouvernants se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'autres ont dit, non, il faut rendre l'éducation gratuite. Ok. Il faut donner accès à... Voilà, on décrète même dans la Constitution en 2006. L'éducation. Bon, il faut dire aussi que peut-être la Constitution nous a été imposée, hein, c'est pourquoi ils n'ont pas pu résister. Alors, la gratuité de l'enseignement a été déjà une matière de la Constitution de 2006. Et c'est à cause de ce que je viens d'expliquer. Exactement. Les dirigeants ont accepté que l'éducation soit gratuite dans notre pays. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que se sont-ils posé la question de la faisabilité de cela? Je pense que oui. Mais moi, à mon humble regard, je pense que c'est possible d'étudier gratuitement. Il y a des exemples. En Libye, je le disais l'autre fois, sous Kadhafi, la Libye c'est un pays désertique qui n'ont que le pétrole. Ils ont étudié gratuitement jusqu'à l'université. Dans notre pays également. Dans notre pays aussi, à l'époque de l'éducation sélective, que je viens d'expliquer ici, de nos papas, les étudiants étaient même payés. Non seulement ils étudiaient gratuitement, ils étaient même payés. Donc voilà. C'est possible. Voilà. D'où vient l'impossibilité alors? Les gens se sont dit, ah bon, si nous voulons encore mettre l'éducation gratuite, comme nous sommes déjà, parce qu'ils sont très radins, hein, il faut le dire, oui. Comme on est déjà habitué à se partager l'argent de l'État, on sera obligé à utiliser cet argent pour l'éducation. Si voilà. Nous ne le faisons pas, alors nous serons exposés. Vous voyez? Ah. Donc l'objectif est là, lutter contre l'analphabétisme à tout prix. La voie est déjà tracée. Gratuité de l'enseignement. Mais ils se disent, ah, nous serons obligés. Parce que quand on dit à tout prix, ce n'est pas un terme léger. À tout prix, c'est-à-dire coûte que coûte. Coûte que coûte, on doit y arriver. Même s'il faut mettre le 100% du budget national dans l'éducation pour atteindre l'objectif de lutter contre l'analphabétisme, on doit le faire. C'est ça la philosophie de notre pays en matière d'éducation. Peut-être que tout le monde ne savait pas. Alors ils se disent, ah, on doit mettre l'argent. On doit garantir la qualité de l'éducation. Je signale qu'avant, il n'y avait que l'État, les écoles de l'État et les conventionnés, les catholiques et les protestants. Tous avaient une même idéologie, l'intérêt général. Voilà. Il n'y avait pas d'idée de commerce. Maintenant, voilà ce qui intervient. Ces gouvernants, radins, pingres qu'ils sont, ils se disent, ah, mettre l'argent là-bas alors qu'on est habitué à se le partager. L'autre est venu dire, non, au lieu de rendre l'enseignement gratuit, il faut plutôt libéraliser les secteurs de l'enseignement. Comme ça, les privés qui ont l'argent peuvent ouvrir les écoles. Comme ça, hein, on aura beaucoup d'écoles et on sera couvert dans ce sens-là. Vous voyez là où ça commence à se déranger. D'un côté, la voie est prévue de la gratuité pour arriver à la finalité qui est lutter contre l'analphabétisme à tout prix. Mais à cause de l'égoïsme, à cause de cette vie orgiaque, de l'orgie, on dit non, les écoles privées. L'argent de l'État, c'est notre argent. On fait une technique. Comme ça, on privatise les secteurs. Dans ces pays, on a vécu des choses lugubres. C'est-à-dire que quelqu'un ferme sa boutique, il va ouvrir une école. Parce que son ami a ouvert une école et l'école c'est l'argent, non? Vous ramassez l'argent. Donc, maintenant l'État, ils se sont fait cette idée, ils l'ont appliquée sans garde-fou. Parce qu'ils savent, les Congolais, bon, surtout l'Africain, ça s'est fait peut-être ailleurs, on a privatisé le secteur, mais ils ont mis des garde-fous, ils ont surveillé. Mais quand il en arrive à notre pays, comme on est plus focalisé sur l'argent, on dit privatiser. On privatise sans garde-fou, sans contrôle. À l'époque, quand vous voulez ouvrir une école privée, si vous n'avez pas de cours de récréation où les enfants peuvent se récréer, c'est déjà un problème, vous ne pouvez pas opérer. Voilà. Aujourd'hui, on a assisté à des écoles qui n'ont même pas de toilettes.
D'abord, commençant par la salle de classe. Il y a un monsieur qui fait des bruits au gouvernement provincial ici, je ne sais pas s'il est nommé qui là-bas. Mon ami a enseigné dans son école en Ngaba. Une école, je ne sais pas, les salles d'école étaient en bambou. Et les enfants se mettaient à même les sols. Ils étaient nombreux dans la salle que même mon ami là ne savait pas leur donner cours. Et quand il pleuvait, les cours s'arrêtaient. Une école privée, là, ce n'est pas la gratuité. C'est la privatisation de l'enseignement. Tout ça, c'est la négligence. Voilà, l'État a privatisé sans protéger. Protéger, voilà. La qualité de l'enseignement s'est détériorée. Il n'y a personne qui peut me contredire sur ça. Dans cette non-gratuité-là, si je peux l'appeler ainsi, l'éducation était payante. L'éducation était une marchandise que moi, si j'ai mon capital, je peux aussi faire une école et commencer à rançonner mes compatriotes congolais. Voilà. Et je fais les COP avec des inspecteurs qui viennent contrôler, qui trouvent qu'il n'y a pas de toilettes et tout ça. Je leur donne quelque chose. C'était macabre dans ces pays. Et tout ce que j'ai dit, tout le monde le connaît. Vous voyez. Et les dirigeants, comme déjà il y a eu des choses comme ça, tout le monde peut créer tout ça, et ils ont pris maintenant l'argent de la gratuité là. Mais actuellement là, nous parlons de la gratuité de l'enseignement, donc ça fait à peine 2 ans, 2 années, donc l'année qui va commencer bientôt là, ça sera la 3e année. Voilà. Donc auparavant, il n'y avait pas la gratuité, même dans ces écoles conventionnées ou les écoles de l'État. Et pourquoi cette dégradation de l'enseignement si et seulement si c'était payant, et également que les écoles privées étaient également payantes? C'était quoi les problèmes en fait? Parce que la gratuité, on parle à peine 2 ans. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer d'abord. Voilà. Alors, comme les gens... Même moi, j'ai été tenté, on m'a dit que j'avais ouvert un petit centre médical là-bas. Quelqu'un m'a dit non, si tu pouvais ouvrir une école, tu pouvais avoir l'argent. J'ai dit non, mais étant sincère, il ne faut pas jouer avec l'avenir de mes compatriotes congolais comme ça. Et donc, on s'est retrouvé devant une dégradation de l'enseignement et une situation indescriptible. On ne connaissait pas qu'on a commercialisé l'enseignement. Voilà. Et ces gens n'étaient même plus contrôlables, ces gens, les écoles privées. C'était comme des boutiques. Voilà. On vient, on contrôle, on trouve qu'il y a l'insalubrité partout. Et on donne l'enveloppe, le contrôleur pas. Et c'était indescriptible. Ouais. Et la qualité était toujours mauvaise, comme elle le demeure aujourd'hui, pendant qu'on veut même l'améliorer. Pendant ce temps, il y a des écoles connues, par exemple, qui a fait une bonne éducation. Maintenant, ce qui est... Oui. Peu d'écoles, peu d'écoles étaient disciplinées, tout ça, juste pour la concurrence aussi. Voilà. Mais la majorité, quand je vous parle de ce que j'ai dit, je vois la population, la grande population. Je ne vois pas le poids, donc une poignée de main qui peut accéder à une bonne éducation. Alors, dans la cité, l'éducation a été vue de mauvais œil. Hein. Et après, vient Félix Tshisekedi. Il trouve que dans la Constitution, il est prévu, parce qu'il a trouvé cette finalité, lutter contre l'analphabétisme à tout prix. À tout prix. Nous sommes encore sous cet horizon 2015-2030 avec les ODD. Donc, dont le 4e objectif dit il faut permettre l'accès à l'éducation de bonne qualité à tout le monde, même l'enfant de Kingasani. Ok? Et ainsi de suite. Alors il s'est dit, quelle est la voie qui a été prévue pour arriver à lutter contre l'analphabétisme à tout prix, qui est notre finalité en tant que pays? On lui a dit, il y a dans la Constitution la gratuité de l'enseignement, qui a été budgétisé, parce que si une politique publique est comme ça déjà décrétée comme une matière de la Constitution, elle doit être budgétisée alors. Donc c'est déjà budgétisé, oui. Et le budget, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Allons sur terrain. On va sur terrain, on trouve que ce qui est macabre, ce qui est touchant, c'est que même les conventionnés, catholiques et protestants, qui avaient autrefois le même réflexe,
la même idéologie avec l'État de privilégier l'intérêt général, ont mité vers le réflexe commercial. Ils ont commencé à se comporter comme des commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les privés ramasser de l'argent, tout ça. Et aussi ont vu, l'intérêt général, oui, bon, l'État n'est plus responsable. Et aussi ont commencé à avoir cette tendance commerciale. Alors, Félix se dit, bon, comme j'ai promis à la population beaucoup de choses, parce qu'il promettait aussi sans réserve, hein, il faut se le dire. Maintenant, il doit choisir. Soit il faut continuer avec ce qui a été fait, la privatisation des écoles. Maintenant, il faut chercher à remettre de l'ordre. Vous allez remettre de l'ordre dans un désordre que vous ne savez pas décrire. Là, il s'est dit, non, ça c'est dangereux. C'est une voie dangereuse. Il faut rentrer sur cette voie, la première qui est quoi? La gratuité de l'enseignement décrétée par la Constitution. D'ailleurs, c'est valable, même le cadre mondial de planification peut approuver ça, parce que si l'enseignement devient gratuit, on va arriver à cet objectif. Maintenant, il faut faire conformer tous ces gens qui ont goûté au miel, tous ces gens qui ont tissé les liens d'affaires pour faire souffrir les autres. Il y a dans ce pays, dans cette ville même, des frais qu'on payait pour un gouverneur. On vient seulement le matin, on dit, bon, $10 pour le gouverneur tel. C'est aussi un frais des études, d'école. Il y a même le travail manuel qui est maintenant, bon, je ne sais pas, on appelle ça travail manuel. Manuel, c'est-à-dire main. Voilà. Il y a la main dedans. Quand nous, on a grandi, quand il y a travail manuel, nous, on a eu la chance d'étudier dans de belles écoles catholiques. Et on avait des stades, des terrains. Vous prenez des coupes-coupes, vous allez couper la pelouse et vous faites le travail manuel. Vous balayez la cour scolaire, vous ramassez les mauvaises herbes ou bien la saleté au-dessus de la cour. C'est le travail. Aujourd'hui, on voit. Mais aujourd'hui, parce que et les promoteurs et les enseignants, c'est ce que j'ai oublié. Quand le promoteur a son école, il traite les enseignants comme les domestiques de sa maison. Il les traite à sa guise, c'est-à-dire il les traite à son humeur. Et mon ami là, qui enseignait dans une école privée, là, il me disait non, l'enseignant a perdu sa valeur avec des écoles privées comme ça. Tu vois. Le travail manuel amenait 2000 francs, amenait 3000 francs. Vous voyez, et c'est ça le travail manuel. Tout est centré sur l'argent. Voilà. Alors il faut remettre de l'ordre. Il faut prendre tout ce monde qui a goûté au miel, le ramener sur la bonne voie. C'est ça l'enjeu. Alors j'en appelle à tous les Congolais, tous les Congolais dans la logique de participation à la politique publique, de voir cet exercice ô combien important, de rentrer sur l'ancienne voie. Alors, ce qui entrave, c'est que les gens pensent que la gratuité, c'est une nouvelle idée qui vient de Félix. Ah bon, s'il réussit ça sera un élément de sa campagne. Non. C'est le bien-être de tout le monde. C'est le bien-être de nos enfants et des enfants de nos enfants. Et comment expliquez-vous que la gratuité de cet enseignement peut contourner ce qui a été déjà fait? C'est ce que j'ai dit. Il faut voir qu'il y a deux voies. La gratuité, c'est une voie qui a été conçue mais abandonnée. La privatisation de l'éducation, c'est une autre voie qui a été conçue et pratiquée en désordre. Voilà. Alors, il faut d'abord... Pourquoi maintenant cette gratuité-là va casser ce qui a été déjà fait? C'est ça, maintenant, en fait. c'est ce que moi, je suis en train d'observer Félix et ses collaborateurs. Voilà. C'est là que je suis en train de les observer. Vous pensez qu'ils sont dans leur voie ou La foi est bonne, la logique est bonne, mais c'est la procédure qui est mauvaise. Je ne peux pas dire qu'elle est mauvaise. Est-ce que ces gens... En outre, est-ce que cette gratuité dans l'enseignement arrivait en ces moments ici, les moments où la période était bien choisie?
Oui. Pour contrecarrer... Toute période est bien choisie. Je pense que depuis 2006, quand la gratuité est décrétée par la Constitution, le cadre mondial de la planification a déjà son objectif. Nous, on a notre finalité, c'est déjà garanti. Voilà. Oui, à tout moment est valable. Voilà. Mais comment procéder? C'est que je reproche au gouvernement de Félix en général. Excusez. Okay, c'est que je reproche au gouvernement de Félix en général, lui et ses collaborateurs. Ils émettent de belles idées, la volonté de faire des choses, mais quand ils arrivent à la procédure, des fois des déclarations brutales, des fois on tâtonne, on fait ça, on laisse, on fait ça, on laisse. C'est ça. L'enjeu est très très grand, qu'il faut être studieux quand vous vous y engagez. Mais c'est comme si il passait, quand on passe, on appuie les boutons, les choses marchent. Non. Maintenant, voilà, vous devez casser la soif à tous ces gens qui ont goûté au miel, le ramener dans cette logique de gratuité, petit à petit. D'ailleurs, beaucoup vont résister parce que vous devrez maintenant le contrôler. Vous voyez, vous allez les contrôler, vous allez les encadrer, vous allez leur imposer certaines attitudes. À cause de cette soif-là, on est tombé encore dans des écoles fictives, dans des enseignements. Les écoles fictives, il y en avait déjà, dans tout ce que j'ai expliqué déjà, il y avait des écoles fictives. Ça existait déjà. Voilà. Maintenant, il faut y aller, comme on se disait l'autre fois, il ne faut pas y aller avec beaucoup de dictats. Hein? Beaucoup de dictature, hein? Vous imposez. Bon, l'État doit s'imposer, mais nous sommes en démocratie. Il faut faire comprendre à tous ces gens que ce qu'ils font, c'est un crime contre leurs compatriotes. C'est un crime. Voilà. Et les compatriotes eux-mêmes, inconscients que nous sommes, parce que nous ne sommes même pas informés, tout ce que je viens de décortiquer ici, je pense que pour beaucoup, ça sera nouveau, parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Bon, on leur a inculqué l'idée que la gratuité, c'est quelque chose qui vient détruire ce qu'il y avait, tout ça. Non! La gratuité, c'est la voie valable qui a été abandonnée, alors dans laquelle il faut revenir maintenant. Et ceux qui ne veulent pas revenir, ce sont ces gens-là qui vous ont bouffé l'argent pour envoyer le gouverneur 10 $ de ceci, 20 $ de ceci, acheter l'uniforme seulement ici, des choses comme ça. Vous voyez? Alors la population, comme dans la logique de la participation politique publique, on était en train de parler du rôle du contre-pouvoir. Alors voilà que je donne l'exercice à la population congolaise, après avoir expliqué tout ça. Je pense que cette émission va aller le plus loin possible. Maintenant que vous connaissez tout ça, vous connaissez que la gratuité, c'était une voie pour atteindre cet objectif. De lutter contre l'analphabétisme à tout prix. Et selon vous déjà, c'est logique, c'est cette voie qu'il faut emprunter. Mais on a emprunté l'autre. C'est-à-dire la gratuité, la mettre dans la Constitution n'était que un trompe-l'œil. Mais ils ont créé la libéralisation pour se couvrir et commencer à bouffer le budget. Et voilà, vous, population, vous allez fustiger la gratuité, vous allez dire que ça vient nous déranger. Non, ça ne nous dérange pas. Il faut imposer à ces gens qui vous ont bouffé l'argent d'arrêter de bloquer la procédure. Il faut imposer à Félix et ses collaborateurs de bien réfléchir avant d'agir. Sensibiliser les gens. Est-ce que ce que j'ai dit ici, les communicateurs de Félix du pouvoir, ont-ils pris le temps d'expliquer à la population ça? Parce que vous avez déjà entendu ça quelque part, même dans ces genres de lignes de presse qui font... on dit toujours la gratuité, Félix a une gratuité. Ce n'est pas Félix a une gratuité. Est-ce qu'il y a une Non. C'est une voie prévue par la Constitution. Et si ceux-là, les gens de Félix, commencent à expliquer aux gens, comme j'explique maintenant, personne ne sera contre la gratuité. Maintenant, parce qu'ils veulent faire croire que c'est l'idée de Félix, c'est là où même Fayoul aussi va contredire, parce qu'il ne veut pas le succès de son contradicteur. Voilà. Et pourtant, ça ne vient pas de lui. Au Congo, d'ailleurs, quand on parle d'opposition, on parle de la contradiction. Voilà. Parce qu'on a en face de nous des politiciens qui d'abord luttent contre leur propre existence. Si quelqu'un lutte d'abord pour
sa propre existence. Il n'est pas sûr qu'il existe. Quand est-ce qu'il va lutter pour protéger l'intérêt général? Alors qu'un opposant, à mon entendement, c'est quelqu'un qui veille à ce sur l'intérêt général. Voilà. Pour que les choses ne s'abîment pas. Donc nous faisons mal la politique. Ah oui, ah oui. Nous comprenons mal. J'ai même regardé parmi les opposants, entre guillemets, que moi j'appelle contradicteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer consciemment la réalité sur l'éducation au Congo pour qu'on ne fasse pas la confusion, qu'on ne lie pas ça trop à la politique? C'est une politique publique. Je suis intervenu l'autre fois en expliquant que la gratuité est une politique publique. Et d'ailleurs, parmi les politiques de base d'un pays, quelqu'un m'a même contredit. Pourquoi tu dis que la gratuité, c'est une politique publique et comme un patrimoine immatériel de l'État? Mais un patrimoine, oui. Je lui ai posé la question. Est-ce que la politique monétaire des États-Unis n'est-ce pas un patrimoine matériel du peuple américain? Il dit oui, c'est un patrimoine immatériel. Ok, la gratuité de l'enseignement comme une politique publique, une politique de base en RDC peut être considérée comme un patrimoine immatériel des Congolais que même si Félix nous le faisons partir, nous gardons la gratuité parce que ce n'est pas la gratuité de Félix. Voilà. C'est notre patrimoine. On ne peut pas être aussi riche que nous le sommes et payer l'éducation à aussi cher. Voilà. C'est un paradoxe. Et cela est cautionné par notre propre volonté. Vous pensez qu'avec la gratuité, bien que ça tâtonne, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, vous pensez que nous allons arriver à atteindre cet objectif si on arrive à bien canaliser les choses? En faisant ce que je fais aujourd'hui. Oui. Si notre personne vient, parce que tout ce que j'ai fait, c'est par rapport au temps qu'on nous a donné. Oui. D'ailleurs, j'ai parlé superficiellement. Si il peut se tenir des ateliers, des conférences, beaucoup de personnes qui connaissent même plus que moi ces choses, qui peuvent expliquer en détail et atteindre les fonds de la population. Toute la population va se ranger derrière la gratuité de l'enseignement. Voilà. Pour que tout ce qu'on miroite comme des obstacles, ce qui va déranger l'éducation, soit enlevé et qu'on arrive au but. Là, nous rentrons encore dans les changements de mentalité. Donc, nous devons à tout prix travailler sur... Je signale d'ailleurs que vos collègues journalistes, beaucoup, maintenant travaillent pour leur propre succès. Soit ils se décident d'appuyer les gens de Tshisekedi, soit ils se décident d'être opposants, soit chez Katumbi. En combattant ce qui est le patrimoine de ses compatriotes. Alors que les choses importantes, comme celles que nous venons de décortiquer ici, restent inédites. Ils sont là-bas à chercher à se faire connaître. Si j'appuie Tshisekedi, toute la population qui est du côté de Tshisekedi va suivre mes émissions. Comme ça, je vais faire des vues. Donc, on doit laver en fait notre cerveau. Écoutez, mais si tous peuvent adopter cette marche qu'on fait avec vous, c'est-à-dire vous dites la vérité aux gens, cherchez les causes des obstacles des politiques publiques comme on est en train de le faire. Nous le faisons aujourd'hui, quelqu'un le fait là-bas, quelqu'un le fait là-bas. Au fur et à mesure, la population va suivre et comprendre, malgré tout, il faut suivre cette voie ici. Et on va en arriver là. On va réussir cette politique publique et on va atteindre cet objectif. Voilà. Preuve, quand on a suivi la privatisation, est-ce qu'on a atteint la lutte contre l'analphabétisme à tout prix, qui est notre objectif? Non. Regarde combien d'enfants de la rue on a. Est-ce que tout le monde va à l'école? Non. Par contre, l'éducation est devenue de plus en plus chère. Voilà. Combien de parents n'ont pas pleuré de se voir être rançonnés par les promoteurs des écoles? Tout le monde fixe les frais. Et les élèves et les parents aussi doivent prendre conscience. Ils doivent prendre conscience. C'est comme s'ils oublient facilement. En tout cas, je suis désolée, nous sommes en train d'aller déjà vers la fin de l'émission, mais quelque chose m'intrigue un peu par rapport à la qualité de l'enseignement. Nous avons parlé de la qualité de l'enseignement, bien que cet enseignement était payant.
aujourd'hui nous parlons de la gratuité, est-ce qu'il y a un impact par rapport à cette qualité-là de l'enseignement? Aujourd'hui, que même ces écoles de l'État, qu'on dise de l'État, et également les écoles catholiques conventionnées et tout, avec cette gratuité, est-ce que vous pensez que ça a un impact au niveau de l'enseignement? Est-ce que ces élèves-là, ces enfants-là, ils vont atteindre l'objectif de... La réalité, c'est que dans tout ce que je viens de décortiquer, les écoles conventionnées ont gardé leur qualité d'enseignement. Même dans ces mafias-là qui se sont faits de privatisation de l'enseignement, les écoles catholiques conventionnées ont gardé la qualité de leur enseignement, d'ailleurs pour la concurrence. Maintenant, les écoles privées ont détruit la qualité de l'enseignement. Comment ça, plus que c'est payant? Oui, mais je vous ai donné un exemple. Un monsieur qui fait des bruits au gouvernement provincial, son école n'avait même pas de salle. Il traitait les enseignants comme d'où la responsabilité revient. Et la qualité. Il t'engage comme enseignant, il te dit, bon, tu prends la première classe. Lui-même, le promoteur, ne connaît même pas le programme d'enseignement de son école. Vous voyez un peu cette aventure. Là, alors, le ministère de l'SPSP... La qualité était déjà très mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité revient à qui, en fait? Ok, on va en arriver là. Qu'est-ce qui se passe? Quand on veut annihiler l'affairisme dans les domaines de l'éducation, les conventionnés qui avaient aussi goûté au miel, qui voulaient se comporter comme des commerçants aussi, ils se disent, est-ce que l'État... parce qu'eux aussi, ils ont peur, parce que l'État change. Hein? L'État n'est pas sûr. Est-ce que l'État pourra encore prendre en charge nos enseignants, tout ça, et nous permettre de garder notre qualité? Alors, les autres ici, les privés, c'est facile qu'ils s'adaptent. S'ils ne s'adaptent pas, on ferme. Mais les conventionnés, eux, veulent rester commerçants aussi, parce qu'ils ont goûté aussi à ça. C'est ça l'enjeu. Alors, si seulement on peut les sensibiliser, on peut faire ce que j'ai fait. Si Félix peut faire ce que j'ai fait. Donc, la seule chose à faire pour vous, il faut sensibiliser, laver la tête, clarifier les points, appeler tous ces gens-là. Ce n'est même pas l'affaire d'user de l'autorité présidentielle ici. Non, regarde Paul Kagame. Il faut juste conscientiser. Quand il y a un problème, Paul Kagame descend. Conscientiser avec des sanctions. Si l'école, comme vous dites, il y a des écoles peut-être qui manquent des bancs, les enfants étudient dans des mauvaises conditions. Peut-être l'enseignement, comme vous dites, on ne connaît même pas les programmes de l'enseignement et tout ça. Alors là, même si nous parlons de conscientisation, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de fermeture, peut-être des écoles qui ne répondent pas aux critères, on n'aurait rien fait. C'est-à-dire que nous parlons de conscientisation, également des sanctions. Parler de sanctions maintenant, c'est un peu précoce. Quand vous venez pour changer quelque chose, on commence par la sensibilisation. C'est une bonne procédure managériale dans une gouvernance démocratique. Je n'ai pas vu un jour Félix tenir un peu de conférence avec tous ces gens-là, les protestants. Il faut suivre des exemples d'autres présidents. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. La population a besoin d'être éduquée. Prend les micros, réunit les gens, comme Paul Kagame le fait chez lui, non? Il descend lui-même sur le terrain, il s'est fait orateur pour éduquer la population. Non, ici chez nous, le président, le président c'est marcher, monter, tout ça. Non, c'est pas ça. Des fois, au nombre de ministres, warriors, tout ça, les novices qui viennent là-bas, ils trouvent l'administration avec déjà des perspectives d'avenir. Il vient avec ses idées qui viennent ailleurs. Je donne un exemple comme celui de Pentetic. Kibasa, l'enfant de Kibasa. Il a étudié au Canada. Il vient ici, on lui donne le ministère. Il veut directement transposer ce qu'il y avait au Canada ici. Alors qu'au Canada, la structure économique est stable, la vie des agents économiques est prévisible. Pour toi, tu viens ici, tu commences à couper des taxes chez un chariotman qui a poussé le chariot au cours d'une journée. Il n'a fait que 10 000 francs à peine. Il veut mettre les unités pour appeler sa mère, tu coupes rame. Il met encore, tu coupes 2 000 francs sur 10 000 francs. Et tu vas lui expliquer quoi? Il a besoin de la technologie. Il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas encore à leur opportunité pour le moment. Vous voyez? Donc, j'en appelle à Félix d'abord lui-même comme premier citoyen. Il faut faire le breakdown. Hein? Il faut briser certaines glaces. Hein? Et descendre au niveau de la population, expliquer tout cela.
Vous voyez? Donc, c'est un peu en gros, c'est que j'ai comme opinion. Voilà, donc je pense que les téléspectateurs ce soir ont été enseignés parce qu'on a besoin de ça. Il faut se le dire que dans notre pays, dans tous les secteurs, on a besoin d'être enseigné. On a besoin d'apprendre certaines choses, peut-être que nous ne connaissons pas. Nous sommes tellement habitués donc, à certaines valeurs ou à certaines connaissances qu'on veut à tout prix ne pas changer. En fait. Voilà. Donc, dès que tu connais quelque chose, tu restes dans ça. Je signale d'ailleurs que ce que je viens d'expliquer, c'est l'importance du premier chapitre du livre que j'ai publié, mon livre, qui parle des enjeux de la gouvernance de l'État. Le livre qu'on retrouve à l'ISC, c'est ça? Par rapport au cadre mondial de planification, comment fixer des objectifs pour diriger un État maintenant. Là, c'est intéressant pour les citoyens qui aiment lire. On doit tous apprendre à lire, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Parce que si on lisait, on allait comprendre certaines choses. Il n'y aura pas de surprises. Il y a des choses qui est déjà dit, mais nous ne les savons pas. Donc voilà pourquoi ce genre d'émission est très important pour nous tous Congolais à comprendre certaines choses pour aller de l'avant. Je pense que nous avons tous compris sur ces secteurs de la gratuité, de l'enseignement, avec ces objectifs. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, que nous avançons, tout le monde va s'imprégner de cette affaire pour que nous puissions atteindre l'objectif poursuivi. Votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui, M. Gabriel Ngandou. Je lance un appel solennel à tout Congolais, commençant par Félix, premier citoyen, jusqu'aux citoyens qui est au village, que je leur fais voir combien nous sommes riches. Nous sommes plus riches, même 100 fois plus riches que la Libye. Nous avons le pétrole que la Libye a, nous avons les diamants en plus de ça. Étudier gratuitement, c'est simple. Nous n'avons pas étudié gratuitement simplement parce que les décideurs de l'époque, ils ont floué le cadre mondial de la planification avec la gratuité comme une matière de la Constitution. Mais sous coulisses, ils ont privatisé pour se faire couvrir. Mais ils ont privatisé sans mettre des garde-fous. C'est ça la situation actuelle. Devrions-nous continuer à enrichir les privés qui sont animés d'une mauvaise foi, qui détruisent même la formation de nos enfants? Parce que moi, j'ai même assisté une enseignante dans une école privée, mais c'était une déformation. Ou bien on doit arrêter ça pour rentrer sur la bonne voie et donner à l'État sa capacité de contrôler et s'assurer que l'objectif sera bien atteint. Moi, je pense qu'il faut rentrer à la voie pourvue par la Constitution, qui est la voie par excellence pour éradiquer l'analphabétisme à tout prix. Je le répète, c'est ça la finalité de notre système éducatif. Merci beaucoup, M. Gabriel Ngandou, pour votre participation. Dans cette émission, vous avez la parole, vous avez eu la parole, vous avez bien expliqué. J'ose croire que tout le monde est d'accord avec vous et que nous allons essayer d'approfondir ces matières et puis de soulever certaines valeurs qui vont nous conduire à aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout via Internet. En tout cas, continuez toujours à vous abonner à notre page chaîne YouTube Gloria Bombil et vous aurez toujours plus d'informations par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ailleurs et d'ici également. Merci à l'équipe technique David Likanga. Merci à toi. Merci également à Luther Lupeta. Merci à M. Semben Ngouma. Merci également au fan club Maurice Njoli. Merci à vous. Je pense que nous allons nous retrouver certainement très bientôt pour un nouveau numéro de cette émission. Vous avez la parole. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Cette émission vous est offerte par le fan club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif.